Avertissement. Bien que le langage employé soit basé sur la formation professionnelle, les concepts abordés et les informations fournies sont transférables à tous les ordres d'enseignement. Lorsqu'une information se doit d'être nuancée, un bandeau comme celui-ci vous en informera. Bonjour! Dans le premier épisode, je vous ai parlé de qu'est-ce que c'est des NME et un petit peu à quoi ça sert. Aujourd'hui, ce que je me propose de faire, c'est de vous présenter les différents acteurs qui interviennent directement ou indirectement dans l'élaboration de vos normes et modalités. Premier acteur à intervenir dans tout ça, c'est évidemment notre bon gouvernement. Alors aujourd'hui, je vous invite dans un trip de char et ça commence par Québec. Nous voici rendus à Québec. OK, pas tout à fait, là, on n'avait pas le budget. Vous aurez deviné que le drapeau qui ne bouge pas, là, c'est une image de fond. Mais c'est quand même ici, à Québec, qu'on retrouve le premier acteur dans l'élaboration de vos normes et modalités. Ce n'est pas un acteur direct, il ne va pas écrire directement vos normes, mais c'est ici, dans le Salon Bleu, qu'il va voter les encadrements légaux qui vont venir impacter directement vos normes et modalités en évaluation des apprentissages. Ils peuvent également affecter indirectement vos normes et modalités, par exemple à travers des lois votées pour vos métiers, par exemple la loi sur la santé et sécurité au travail, le code de la sécurité routière, les codes de profession, etc. Le gouvernement peut également élaborer des politiques. Donc, ce sont des actions d'influence, ce sont des guides qui nous informent de sa vision, de comment il voit, par exemple, l'évaluation. Et une de ces politiques, vous la connaissez, j'en suis sûr, c'est la politique de réussite éducative qui vient en fait baliser la vision du gouvernement et qui nous impacte assez directement. Le prochain intervenant se trouve à être un petit peu plus proche de vous et il s'agit de la commission scolaire et on y va dès maintenant. Nous voici devant notre deuxième intervenant, la commission scolaire. Celle-ci a davantage un pouvoir d'influence qu'un pouvoir direct sur l'élaboration des normes et modalités en évaluation des apprentissages. Les NME, en fait, appartiennent au centre et sont normalement rédigés par les centres en pleine autonomie et afin de respecter les particularités de chaque centre, de chaque programme. Par contre, la commission scolaire se retrouve un petit peu pris en sandwich entre le gouvernement et le centre de formation professionnelle. D'un côté, le gouvernement lui impose, à travers la loi sur l'instruction publique, de s'assurer de la qualité des services éducatifs qui sont prodigués dans les centres, sont dispensés dans les centres de formation professionnelle et de s'assurer de la qualité de ce fait de l'évaluation. Et d'autre part, les centres de formation professionnelle qui ont une autonomie dans l'élaboration des normes et modalités ont besoin d'un certain accompagnement sans pour autant avoir besoin de se faire imposer l'entièreté de la chose. Elle peut elle-même, donc, élaborer certaines normes, certaines modalités, mais elle devra surtout élaborer des politiques. Donc, une commission scolaire va souvent élaborer une politique d'évaluation qui ne se veut pas, encore une fois, d'un libellé tel quel, d'une norme ou d'une modalité à mettre dans vos NME. Vous aurez compris que notre dernier joueur, c'est le centre de formation professionnelle. Et pour ça, je vous invite à sauter sur la glace avec moi pour aller voir toute l'équipe. Les amateurs de sport, bonsoir. Alors, c'est ici, sur la classe de la formation professionnelle, dans le centre de formation professionnelle, que le processus d'élaboration des normes et modalités doit commencer. Alors, nous avons plusieurs joueurs qui risquent de sauter sur la glace, tous ensemble dans la même équipe. Et nous vous présentons donc le premier joueur, la direction d'établissement. La direction est un gardien de but gaucher qui garde les encadrements légaux, les politiques nationales ou institutionnelles, ainsi que le consensus social. Ce gardien a une excellente moyenne. Il s'assure de ne rien laisser passer qui ne doit être rédigé.
Pour s'aider dans sa tâche, le gardien fera appel à 2 défenseurs étoiles, c'est-à-dire leur adjoint et les conseillers pédagogiques. Ceux-ci le soutiendront dans le processus, dans la limite imposée par leur mandat. Les vraies vedettes de ce soir, un trio incroyable, les attaquants des normes et modalités, l'équipe enseignante. À l'intérieur de cette équipe, une équipe restreinte d'enseignants, généralement élus par leur père, élaboreront et proposeront un projet de normes et modalités. C'était les amateurs de sport. À vous, Roger. Cette métaphore sportive n'est pas totalement innocente. Dans le feu de l'action, c'est facile d'oublier que la direction et les enseignants, en fait, sont dans la même équipe. C'est aussi facile d'oublier de faire passer notre document à tous nos collègues. Il faut se rappeler que dans une équipe, il n'y a pas personne ici qui est un Wayne Gretzky, puis même lui vous dirait que ça prend tout le monde sur la glace pour gagner la partie. Pour que vos normes et modalités ne soient pas qu'un document administratif dans un tiroir poussiéreux, mais plutôt un document vivant au cœur de l'évaluation des apprentissages dans votre école, il est impératif que tout le monde y contribue et y adhère. Pour en savoir un peu plus sur le contenu maintenant des normes et modalités et qu'est-ce qu'il doit y avoir à l'intérieur de celles-ci, je vous invite à regarder ma prochaine capsule sur les encadrements légaux et réglementaires afin de répondre à la question à quoi ça sert, pas à quoi ça sert, pardon, mais qu'est-ce que je peux mettre là-dedans et quels sont mes encadrements. À bientôt!